Rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Eh bien oui, c'est l'heure de la rencontre avec Alexandre Moranville-Ouellette, que vous connaissez bien, qui anime ici l'émission du matin pendant l'été et qui va reprendre son rôle de collaborateur pendant la saison régulière. Passez un bon week-end, Alexandre? Oui, très bien. Toi, Jean-François? Oui, très bien aussi. Écoute, Alexandre, je viens tout juste de terminer cette entrevue avec Dr Suzanne Léveillé, psychologue spécialisée en homicides intrafamiliaux, où on parlait évidemment de ce triste événement qui est arrivé en fin de semaine, ce père de famille qui a tué ses 2 enfants avant de s'enlever la vie. Et je me suis pas trouvé bon dans cette entrevue-là parce que je trouve que c'est difficile de traiter un sujet comme ça. C'est difficile de trouver les bons mots. Moi, je trouve ça difficile de prononcer le mot « il a tué ses 2 enfants ». Ça me rentre pas dans la tête. Ça me fait de la peine de dire quelque chose comme ça. Et là, on marche toujours sur des œufs, sur les mots. Je trouve ça pénible. Et là, en plus de ça, il y a des gens qui nous disent qu'on ne devrait pas appeler ça un drame familial, qu'on devrait trouver les bons termes. T'en penses quoi, toi, de ça? Je suis tout premièrement entièrement d'accord. Puis une autre affaire, c'est que je partage beaucoup de la difficulté à traiter de ce genre de sujet-là. Pour moi, c'est particulièrement difficile. Puis regarde, je vais le dire d'emblée, Jean-François, puis quelque chose dans lequel je m'abstiens quand je suis animateur, mais j'en parlais en ma qualité de chroniqueur. Moi, mon meilleur ami est mort des mains de son père. Lui et son frère ont été assassinés. Gabriel Dubuc, Jérémy Dubuc se sont fait tuer par leur père en 2015, assassinés par leur père. Voilà, c'était un double familicide, double infanticide aussi. On appelle ça aussi des félicides, selon même le guide de l'INSPQ au Québec. Ce serait le bon mot, parce qu'infanticide, ce serait des nouveaux-nés. Ouais, félicide. Non, mais t'as raison. Faut utiliser les bons mots dans ce cas-ci. Là, puis j'énumérais tous les termes qu'on peut utiliser dépendamment là, du cas qui vient de survenir. Mais c'est pas un drame familial. Drame familial, c'est une séparation. Un drame familial, c'est le divorce, c'est la perte d'un grand-parent, c'est l'annonce que quelqu'un dans la famille a un cancer, c'est tous ces enjeux-là. Là, tu perds le chien de la famille décède, c'est un drame familial, tout le monde a de la peine, c'est triste. Ça c'est un drame familial. Mais ce qui est arrivé en fin de semaine dans la Naudière, Antoine et Tristan, puis on va nommer eux. On va nommer les 2 enfants, mais on va pas nommer le salaud qui a fait ça. Il mérite de disparaître le plus loin possible dans les annales de l'histoire. On va parler de ses enfants. Les 2 cocos, jumeaux, 3 ans et demi, qui ont rien demandé dans cette histoire-là, qui se sentent en sécurité avec leur père, puis qui a décidé de les tuer. Moi, ça, c'est pas un drame familial. Manon Massé a déjà fait un discours à l'Assemblée nationale par rapport à tout ça, un statut Facebook également dans lequel je reconnaissais tellement une profonde logique au travers de tout ça. On se comprend. Dans tous les cas, c'est une histoire qu'on veut prendre avec des pincettes, qu'on a de la difficulté à exprimer en mots, sur lesquels on est tous sensibles à ce sujet-là. Dès que quelqu'un... tout le monde est l'enfant de quelqu'un. Puis beaucoup de ces enfants-là sont aussi, comme dans ton cas, Jean-François, des parents de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. De s'imaginer commettre des choses comme ça, c'est inimaginable. Puis dans le cas, tu sais, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui survient, autour, il y a des gens qui témoignent, des voisins, des amis, des connaissances de la famille qui vont dire « Ouais, mais on savait qu'elle allait mal, mais on pouvait pas se douter de ça. » Mais personne peut se douter de ça. Personne pense qu'en allant mal, quelqu'un va tuer ses enfants. Parce qu'il y a quelque chose de profondément désaxé là-dedans, puis anormal. C'est incompréhensible. T'as beau le virer dans tous les sens, on n'arrive pas à s'imaginer que quelqu'un fasse ça. C'est plus fort que nous. On en parlait avant d'entrer en ondes. Là. Je veux dire, tu sais, des fois, on galvaude le fait qu'on nous met dès que notre enfant est né, là, tu sais, moi, ma mère m'avait dit ça, tu vas voir, quand tu vas recevoir tes enfants, là, il y a un lien qui se crée. J'avais fait un peu, là, ça prend quand même quelques semaines, puis là, je me mets à l'aimer. Non, c'est vrai. On te le met dans les mains, puis après ça, venez plus y toucher. Là. Je vais le protéger, quitte à en perdre ma propre vie. Là. C'est instinctif, ça vient tout de suite. Fait que de penser que ce sentiment-là peut se revirer de bord, parce que là, c'est ça qui se passe. J'arrive pas à être rationnel et à le comprendre. Puis je suis bien d'accord qu'on appelle ça par les bons mots. En même temps, moi, je trouve ça...
Moi, je trouve ça tôt dans le débat. Là. Tu sais, présentement, le drame familial, félicide, je veux dire, c'est tellement, pour moi, là, c'est tellement futile présentement par rapport à ce qui vient d'arriver. Je comprends qu'on fasse de l'éducation, puis qu'on veuille parce qu'un félicide, c'est plus grave, donc c'est un geste beaucoup plus violent qu'un drame familial. Là. Je comprends qu'on fasse notre éducation. Je trouve juste qu'à chaud comme ça, ça change rien à ce qui est arrivé. Appelez ça comme vous voulez, là. Il y a eu un double meurtre. T'as raison, Jean-François. Puis il y a un double meurtre, mais c'est surtout, puis je pense qu'il y a quelque chose d'important autour de ça. Tout comme le fait où il y a des crimes dans lesquels, en société, on dénonce activement maintenant, puis beaucoup plus fort, des gens qui commettent des actes comme ça. Par exemple, quelqu'un qui va faire une fusillade dans une école. Je prends un autre exemple complètement extrême, mais j'y arrive. Tu sais, quelqu'un comme ça qui va commettre ça, souvent fait ça parce qu'il veut commettre un crime épouvantable, puis que son nom rentre dans un livre d'histoire, puis qu'on se souvienne de lui pour une raison ou une autre. T'sais. Quelqu'un qui est habituellement tellement solitaire dans la vie, qui a tellement de problèmes, mais qui se dit « Ah, comme ça je vais mettre une marque indélébile sur l'histoire en commentant quelque chose d'absolument affreux. » J'ai pas envie, puis on a changé beaucoup le discours autour de ça, puis maintenant on les nomme plus non plus. De moins en moins, les tireurs qui font ça. Parce qu'on veut pas leur donner cette visibilité-là. Puis c'est pour ça que je vais continuer de ne pas prononcer le nom de l'homme qui a fait ça, parce que pour moi, au travers de tout ça, puis au travers, je suis désolé pour les gens qui ont connu cet homme-là, puis je suis désolé pour les gens, l'entourage, la famille, les amis, je suis désolé, mais on va le dire comme c'est. Puis c'est important que dans la société, ces gens-là qui commettent ces actes-là, on les nomme comme ils sont. Cet homme-là, c'est un lâche, Jean-François. C'est un salaud. C'est quelqu'un qui a commis quelque chose de tellement vil, de vouloir, tu sais, t'es dans ta détresse, t'es pas bien avec toi-même, d'accord, mais de t'en prendre à tes enfants, puis leur couper littéralement le fil de la vie pour qu'eux puissent plus jamais profiter du reste, c'est ignoble, puis je pense qu'on le dit pas assez. Moi, je trouve personnellement, puis évidemment, Jean-François, je suis biaisé comme 1000 dans cette histoire-là. On m'a arraché quelqu'un dans ce contexte-là. Mais, pour moi, c'est important que, tu sais, pour les prochaines personnes qui pourraient même avoir l'once d'idée de faire ça, que ce soit important pour eux de voir à quel point on peut détester les gens qui commettent ces actes-là, puis à quel point, comme société, on trouve ça inacceptable. Puis je trouve que, en voulant trop expliquer ces gestes-là, puis en voulant trop les comprendre, on se lance souvent dans une espèce de cercle d'apitoiement. On se dit « Ah, mais vous savez, ils l'ont arrêté devant ses enfants, c'est bien triste. » Je m'excuse, oui, c'est triste, oui, c'est tough. Mais tu tues pas tes enfants pour ça. Il n'y a aucune bonne excuse pour commettre un geste comme ça. Puis j'ai l'impression, puis je pense, il y a personne là, qui traite ça, que ce soit les journalistes qui font ça, les gens qui le couvrent, nous autres en chroniqueurs radio. Il y a personne, évidemment, qui encourage ça. Il y a personne qui essaie d'excuser le geste, mais, en voulant trop le comprendre, quelque part, on humanise le geste. On dit, ah oui, mais c'est parce que... Non, il n'y a pas de parce que. Oui, il faut voir les causes venir. Oui, il faut être capable de prévenir ce genre de geste-là. Mais on peut pas l'excuser. Puis il n'y a rien, il n'y a aucune raison valide. Mais c'est pour ça que les spécialistes comme la dame à qui j'ai parlé essaient de comprendre. Parce que la prochaine fois qu'il y a des signes avant-coureurs, on voudrait être sûr d'intercepter quelqu'un qui s'apprête à faire un geste comme ça. C'est pour ça qu'on essaie de comprendre. Mais je continue, puis j'ai posé la question, je continue de penser qu'il y a des affaires qui ne s'expliquent pas. Qu'on peut pas comprendre ce qui s'est passé dans la tête de cet homme-là, cette journée-là. Je sais pas si c'était prémédité depuis combien de temps, peu importe, là, mais je veux dire, c'est pas compréhensible. On n'arrivera pas à être dans la tête de cette personne-là. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ouais. Puis, tu sais, Jean-François, je veux pas moi non plus, je suis pas la police. Je peux pas émettre, évidemment, là, de diagnostic clair autour de ça. Mais, selon ce qu'on a appris, il a insisté pour avoir la garde de ses enfants pendant la fin de semaine. Oui, il n'est pas supposé l'avoir. Il s'est prémédité. Cet homme-là, il a pensé. C'est dégueulasse, puis je le sais qu'on veut pas se mettre en tête, puis on veut pas commencer à penser à ça, puis c'est dur, c'est lourd pour tout le monde. Mais faut faire face à la réalité autour de ça. Il y a un homme qui a commis un double meurtre, il a tué ses 2 enfants. Oui, faut voir comment ça va arriver, mais je veux qu'on ramène aussi au cœur de ça à quel point c'est dégueulasse. Puis qu'on n'humanise pas trop ce genre de geste-là. C'est dégueulasse, c'est ignoble, c'est vil. Puis c'est d'où l'importance d'utiliser les bons termes. Puis t'as raison qu'on appelle ça un drame familial ou un félicide, 2 félicides, ça changera pas, ça ramènera pas les cocos. Mais pour la famille, pour la conjointe, la mère des enfants, pour le reste,
ben, je pense que c'est la moindre des choses d'appeler l'horreur comme l'horreur que c'est. Puis pas de prendre des gants blancs autour parce que nous, ça nous gêne un peu d'utiliser les mots qui viennent autour. Puis après ça, comment on peut faire pour prévenir ce genre de geste-là? Mais tu t'en parlais tout à l'heure. T'sais. Oui, d'aller se chercher de l'aide. Oui, je pense qu'un pas dans la bonne direction, c'est particulièrement de parler aux hommes, puis de continuer à dire à quel point c'est normal, c'est important d'aller chercher des soins de santé mentale. À quel point c'est important d'être capable de s'ouvrir, de parler, puis de se confier aux gens autour. T'sais, on a le droit d'être trop en colère. longtemps, On a le droit d'avoir de la rage. On a le droit d'être jaloux. On a le droit de ne pas le prendre. On a le droit de mal filer. Mais il faut aller chercher. Il faut le dire. Ce matin, j'entendais de son entourage à ce monsieur-là qui disait ben non, je continue de faire des transactions avec. Il avait l'air de bien aller. Il avait l'air même de penser aux autres. Fait que ça veut dire qu'il le cachait. Ça veut dire que son orgueil était démesuré. Puis il a fait à croire que ça allait bien, mais il était quand même plus capable. Là. Donc il faut que les hommes comprennent que des fois, en parler, trouver de l'aide, ça veut pas dire qu'on va être comme ça pour le restant de nos jours. Ça peut être une période donnée, et après ça, on peut retomber sur la bonne track. Mais il faut que les hommes comprennent ça. Là. Ouais. Puis on dit les hommes, c'est déjà arrivé que c'était des femmes, mais c'est une exception. Oui. Ça aussi, je trouve ça troublant. Le docteur Léveillé, tantôt, me disait qu'il y avait aussi des femmes, mais c'est pour d'autres raisons, généralement. Ouais. La rage, la colère, la masculinité, c'est ça. C'est plus gars. Oui, puis c'est déjà une discussion qu'on a eue ensemble aussi, Jean-François. Je pense qu'il y a une perte d'identité autour de la masculinité. C'est quelque chose, des modèles sains masculins pour nos jeunes hommes. Il y en a, sont plus difficilement trouvables maintenant. On est dans une recalibration. On a dit pendant au-dessus de 2000 ans aux gars qui devaient être mâles, garder ça en dedans, être fait fort, puis pas jamais laisser ça paraître. Un gars, ça pleure pas, puis ça fonce en ligne droite. T'sais. Puis on est en train de recentrer ces valeurs-là. On est en train de les changer. Pour moi, mettons, une belle qualité d'homme en 2023, puis pour les générations à venir, t'es pas obligé d'être... Là, je reprends les termes de ce cher Julien Bournival, hein, ce masculiniste que j'ai fait en entrevue. Tout avait fait Michael Bergeron autour de tout ça. C'est une question qu'on a beaucoup posée cet été. Qui lui disait un gars, ça doit être dangereux, sinon c'est inutile. Non, un gars, ça doit pas être dangereux. Un gars, par contre, ça peut avoir de l'adaptabilité. Un gars, ça peut être capable de s'adapter à des situations. Une qualité de gars, ça, c'est le fun. On peut se donner une qualité. Puis même mâle, la masculinité, c'est correct. Mais il faut que ça évolue. Puis je comprends que c'est un choc pour beaucoup de gars. C'est un choc pour beaucoup de jeunes hommes qui se sentent plus représentés, qui savent plus où aller avec ça. Si je suis pas le pourvoyeur de la famille, qu'est-ce que je suis? Si je suis pas le gros tough, qu'est-ce que je suis? C'est correct d'être sensible. C'est correct de s'ouvrir. C'est correct d'aller chercher de l'aide. Il n'y a personne qui est invincible tout seul. Puis si on n'a pas... Puis on a fait des progrès, mais de toute évidence, il y a encore des gens, là, comme ce désaxé-là, qui a fait ça en fin de semaine, puis clairement, qui n'avait pas compris. Clairement. Puis c'est pas juste, dans ce temps-là, un manque d'aller chercher de l'aide. On parle de dépression diagnostiquée, on parle de problèmes de longue date. Lui, son choix, ça n'a pas été ça. Ça a été d'aller réclamer la garde de ses enfants pour mieux les tuer. Ouais. C'est inexplicable, effectivement. C'est difficile. Il faut avoir des conversations autour de ça. Puis malheureusement, ça fait... Les dernières années, on en a vu plein, comme ça, des filicides. Des gens, souvent des hommes, trop souvent des hommes, qui décident de tuer leurs enfants comme ça. Je rappelle, Antoine et Tristan avaient 3 ans et demi, puis eux aussi avaient le droit de grandir, puis de devenir des hommes, t'sais. De grandir, puis de devenir des hommes, de s'épanouir, de devenir ce qu'ils veulent, d'aimer qui ils voulaient, de vivre comme ils l'entendaient. Mais il y avait un plan différent, cet homme-là. Il a décidé de prendre le contrôle absolu, puis de couper, prendre une décision à la place des 2 jeunes, puis de leur couper tout ce qu'il y avait, de manière, je ne vais pas dire préméditée, mais ce qui en semble, du moins si on a l'apparence. Je trouve ça difficile. Évidemment, c'est difficile de ne pas être émotif. Jean-François en parlait de ça, mais faut qu'on les voit, les drapeaux rouges, maintenant. Faut les voir, puis c'est plate, mais il va falloir intervenir plus tôt dans des cas comme ça. Ben écoute, Alexandre, pas toujours facile d'aller jouer dans nos sentiments, dans notre vécu. Merci de cette ouverture pendant cette chronique. Et je te dis à demain. À demain. Merci à toi, Jean-François. Salut. Restez